Bon, alors nous allons démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux journées portes ouvertes de l'école de psychologues praticiens online, en bon français, donc à distance. On est heureux de vous recevoir, bon, pas sur des modalités physiques, mais néanmoins, on est heureux de vous recevoir et toute l'équipe se rendra disponible pour vous expliquer un peu comment on fonctionne à l'école de psychologues praticiens et ensuite pour répondre à vos questions. Alors moi, je m'appelle Anne Plantat, je suis maître de conférence à l'école, je suis psychologue depuis 1997 et je suis également directrice des enseignements et de la vie étudiante à l'école. Et donc je vais laisser quand même, aussi mes collègues qui sont présents aujourd'hui et qui apporteront, plusieurs éléments de réponse et de compréhension se présenter avant qu'on commence la présentation. Marco, tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Marco Ribeiro. Je suis responsable du campus de Paris. J'ai pour mission d'encadrer l'équipe administrative du campus de Paris, hein, que ce soit donc le service scolarité, le service de la bibliothèque, et notamment en charge des admissions et du concours pour le campus de Paris. Merci. Peut-être, Patricia? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Patricia Chanu, je suis la responsable du campus de Lyon. Donc de la même manière que mon collègue Marco Ribeiro, j'encadre les services administratifs et scolarité sur Lyon. Voilà, et je suis aussi un petit peu garante de tout ce qui peut se passer dans l'école. Voilà, bienvenue et je suis ravie d'être là avec vous en ce moment pour cette JPO Online. Odile? Oui, bonjour, merci Anne. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Odile Ouatté-Frémont, responsable communication de l'école pour les 2 campus. Je suis arrivée dans l'école en juillet 2021 et je suis ravie d'être responsable de la communication pour cette belle école qui forme des étudiants à un métier exigeant et très utile et très indispensable actuellement. Merci et je vous souhaite une bonne JPO. Vous ne me verrez pas très peu puisque c'est moi qui vais passer toutes les diapositives au fur et à mesure. Merci. Merci Odile. Il y a Estelle aussi qui répondra en direct via le chat aux questions qui seront posées. Estelle? Oui, bonjour à tous, bienvenue et écoutez, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire et bonne écoute à tous. Et n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace questions-réponses et je vous répondrai au fur et à mesure. Voilà. Au revoir. Et merci Estelle. Et enfin, Faustine? J'ai l'impression qu'elle n'est pas encore connectée. Il y a Anne de Lustrac cependant qui est présente. Alors Anne. Bonjour, alors moi je suis Anne Delustrac, donc je suis actuellement étudiante en 4e année. Je suis aussi une ancienne prépa de l'école et aussi ancienne présidente et toujours membre d'une association au sein de l'école. Voilà. Et je suis ravie de vous accueillir aussi aujourd'hui pour parler de l'école. Merci beaucoup à tous, à toutes. Peut-être qu'on peut commencer la présentation? Je Alors, repartage le document, hein. oui, Merci. très bien. Merci Odile. Donc, simplement pour planter le décor un peu de la présentation que nous allons faire cet après-midi, nous allons évoquer avec vous les différents métiers de la psychologie et les manières d'exercer en tant que psychologue, les études de psychologie en France et en particulier à l'école de psychologues praticiens, les 2 campus de l'école de psychologues praticiens à Lyon et à Paris, les différents enseignements que l'on propose, de même que les parcours un peu plus spécialisés en 4e et 5e année, la pratique qui traverse tous nos enseignements à l'école de psychologues praticiens, l'année de la prépa psy, qui est donc une proposition qui n'existe pas à l'extérieur, hein, mais qui est une année de préparation aux études supérieures en psychologie, l'expérience de nos étudiants à l'international, les recherches que nous conduisons à l'école au niveau de l'équipe des enseignants-chercheurs,
Les témoignages de nos étudiants qui se sont joints à nous aujourd'hui et qui vont sans doute permettre aussi de rendre plus vivante cette présentation. On parlera également de la vie associative qui est très riche à l'école et évidemment, ce qui vous intéresse aussi, des choses qui sont un peu plus opérationnelles et fort importantes, comme le concours, les frais de la formation et les bourses sur lesquelles mes collègues pourront vous donner réponse à vos questions. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Désolée, je vais peut-être ne pas pouvoir mettre en diaporama. Ce sera possible que ce soit. J'arrive pas à avancer les slides, donc on va peut-être passer hors système diaporama. Je vous prie de m'en excuser. Ok, très bien. Ok. Bon, donc on fait comme ça, et puis de toute façon, ça peut être aussi intéressant de proposer cette formule-là. Alors, les métiers du psychologue sont dans le domaine de la santé, de la justice, de l'éducation, mais aussi de la psychologie du travail et des organisations, ou encore de l'enseignement et de la recherche. Dans le domaine de la santé, on a tout ce qui est médico-social. Alors, les psychologues qui vont travailler auprès des personnes qui ont une souffrance psychique, des troubles psychiques plus ou moins graves. On a aussi ce qui concerne l'accompagnement des victimes, le soin en addictologie pour les personnes qui ont des dépendances à des toxiques ou à l'alcool. Et plus récemment, il y a toute une clinique qui s'est développée, une pratique qui s'est développée pour les populations qui vivent de l'exil. Dans le domaine de la santé, on a toute la clinique qui est proposée aux familles en difficulté autour de la parentalité, le suivi des enfants, le suivi parents-enfants. Et on a également la santé en entreprise à travers la question de la prévention des risques psychosociaux, donc de ces risques qui vont amener les salariés à être absents au travail, à être en situation de conflit avec leurs collègues ou à se sentir mal à l'aise dans les équipes. Dans le domaine de la santé, on a également tout ce qui concerne le handicap, plus ou moins visible, psychique ou physique. Et également, il y a tout un volet de l'insertion professionnelle des psychologues qui s'est énormément développé dans les dernières années autour de la fin de vie, puisque la population est vieillissante et il y a des accompagnements qui sont intéressants dans ces domaines-là, qui offrent aux psychologues la possibilité d'exercer de nombreuses compétences en étant quand même dans une pratique assez autonome et reconnue par les équipes. Dans le domaine de la justice, on a la possibilité de faire des expertises judiciaires ou d'accompagner des personnes qui sont prisonniers, hein, qui sont à la prison. On a dans le domaine de l'éducation des psychologues qui vont accompagner les enfants qui ont des besoins particuliers, qui sont dans des classes particulières, des classes Ulysse, des classes Soleil. Des psychologues qui vont accompagner pour du dépistage, des bilans, de l'orientation pour des soins, les enfants et les adolescents à l'école. Et on a également tout ce qui concerne l'orientation scolaire, puisque les psychologues à l'éducation nationale peuvent être concernés par cet aspect-là. En psychologie du travail et des organisations, les ressources humaines, donc le psychologue peut être psychologue du travail, faire des bilans de compétences, proposer des coachings à des managers, par exemple, ou s'occuper du recrutement de salariés. Certains psychologues sont en insertion professionnelle sous ce titre, mais d'autres vont travailler en entreprise sans forcément avoir un titre de psychologue et vont progressivement évoluer dans la prise de poste vers des responsabilités plus importantes en entreprise. Et enfin, on a tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche en psychologie clinique ou en psychologie du travail et des organisations, qui est également une voie d'insertion pour les psychologues. Il y a 3 manières
essentiel d'exercer le métier de psychologue en institution, en entreprise ou en libéral. Alors, en institution, on est sur des institutions bien connues ou moins bien connues. Par exemple, tout le monde sait qu'il y a des psychologues à l'hôpital. Maintenant, on sait aussi qu'il y en a dans les maisons de retraite médicalisées, les EHPAD, les écoles, les commissariats, mais il y a aussi des psychologues sur des lignes d'écoute, dans certaines associations, des psychologues qui vont proposer du suivi à des étudiants dans des universités, dans des écoles supérieures. Et donc là, on est plutôt sur un format de travail en équipe avec d'autres professionnels de santé ou d'éducation, où le psychologue est salarié. Et cette formule-là, elle est parfois assez fréquemment sur du temps partiel, hein. C'est-à-dire que quand les jeunes terminent leurs études, l'insertion professionnelle proposée, elle est souvent sur une partie du temps. Et l'autre partie du temps, ils vont soit avoir un autre temps partiel dans une institution, soit se diriger vers l'entreprise ou le libéral. Donc, pour ce qui est de l'entreprise, on peut être psychologue du travail, mais on peut être aussi psychologue clinicien qui va intervenir en santé au travail, ou encore on peut être responsable des ressources humaines. Et là, on est plutôt sur un format salarié à temps plein. Mais au sortir des études, il n'est pas rare que nous ayons des étudiants d'anciens étudiants qui, par exemple, exercent à l'hôpital et qui complètent leur activité en faisant de la formation en entreprise ou encore en ayant un cabinet en libéral. Donc là, on est dans la pratique du libéral sur souvent une mise en place progressive d'un cabinet parce qu'il faut pouvoir développer toute la partie commerciale d'un cabinet, toute la gestion et aussi pouvoir se spécialiser dans des domaines qui seront des domaines d'appétence pour le jeune psychologue, mais qui seront aussi des besoins en fonction de la population où le cabinet se situe. Donc, ça peut être de la thérapie individuelle, de la thérapie de couple, de la thérapie pour des enfants ou des bilans pour des enfants, des adolescents, de l'orientation scolaire, etc. Les études de psychologie en France, ça se déroule comment, où et pourquoi? Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, en France, le titre de psychologue est un titre protégé par la loi de 1985 et un décret de 1990 liste les établissements qui peuvent délivrer un diplôme donnant accès à ce titre. L'école de psychologue praticien de l'Institut catholique de Paris est évidemment dans ce décret-là. Et elle est le seul établissement privé donnant accès au titre de psychologue en France. Donc c'est une exception nationale et il n'y en a pas d'autres. Alors, donc, quand on passe par l'université, on fait une licence en psychologie, un master de psychologie, et l'exigence minimale nationale, c'est 500 heures de stage supervisé dans la pratique. Nous, à l'école de psychologue praticien, nous n'offrons pas une licence ou un master, nous offrons le diplôme de l'école de psychologue praticien en 5 ans. Donc, la sélection se fait à l'entrée en première année et ce diplôme donne accès au titre protégé de psychologue. Mais en gros, quand nos étudiants entrent, très peu vont se réorienter parce qu'on a un processus de sélection qui permet de bien tester la motivation. Donc, il peut y avoir 1 ou 2 personnes en première année qui vont dire « Bon, bah, je réalise que c'est quand même un métier qui est impliquant, je vais me réorienter vers autre chose ». Mais la plupart du temps, on garde nos étudiants sur les 5 années. Et on a, nous, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, beaucoup plus que 500 heures de stage supervisé puisqu'on a une particularité forte sur la professionnalisation des étudiants. Donc, si on s'inscrit à l'université, bien sûr, on passe par Parcoursup et on est en licence 3, en 3e année de licence. Il y aura donc 15 000 étudiants qui vont sortir au niveau national des licences pour 4 000 places en master. Donc la sélection est très forte
à l'entrée au master. Et donc, nous, on est sur un fonctionnement qui est différent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, où la sélection est en amont au niveau de la licence. Donc, il y a ce concours d'entrée à l'école de psychologue praticien. Il y a 200 places en première année, il y a 200 places en cinquième année. Tout le monde poursuit jusqu'à la fin en fournissant, bien sûr, le travail nécessaire, hein, parce qu'on est, voilà, on a des exigences académiques, bien sûr, et puis on ne vient pas à l'école pour attendre, voilà, pour venir en cours et ne pas être présent, ne pas être impliqué, ne pas étudier. Donc, c'est pas parce qu'on paye l'école de psychologue praticien qu'on a un diplôme à la fin, il faut quand même s'y investir. Et on fait en sorte que nos étudiants soient bien soutenus dans l'engagement étudiant. On vous expliquera aussi également comment. Alors, les études de psychologie, c'est pas pour faire sa thérapie. Quoique, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir psychologues parce qu'elles ont aussi des besoins personnels, des enjeux, des choses qu'elles veulent soigner chez elles. Et c'est une manière de le faire que de devenir psychologue. Mais c'est la particularité de ce métier quand même, c'est que c'est un métier de vocation. C'est-à-dire qu'on est appelé au service des populations, au service des Français, en l'occurrence ici, ou à l'international quand on part à l'international, ou bien on s'engage à répondre aux besoins des personnes qui sont en difficulté ou aux besoins structurels d'organisation, de structuration d'une entreprise. Donc, en fait, quand on va sur des salons, on ne dit pas si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, venez, soyez psychologue. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui deviennent psychologues, généralement, sont appelés par cette profession. Alors, l'école de psychologue praticien, ça fait déjà 70 ans qu'elle existe à Paris. Elle a été fondée en 1951. Elle est née sous les toits de l'Institut catholique de Paris et progressivement, on s'est installé dans un campus parisien dans le 6e arrondissement. C'est un établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif, ce qui veut dire que tout ce qui est investi par les familles, les étudiants dans les frais de scolarité, c'est réinvesti dans le fonctionnement de l'école pour offrir des lieux accueillants, des lieux d'enseignement qui soient innovants. Là, on vient de refaire les travaux sur les 2 campus, Paris et Lyon, avec des locaux qui sont propices à des enseignements permettant l'utilisation notamment de nouvelles technologies. Et notre campus de Lyon est un peu plus jeune puisque nous avons fêté il n'y a pas longtemps les 25 ans du campus de Lyon. À Lyon, on a la capacité d'accueillir environ 400 étudiants et à Paris, environ 700. Donc, l'école de psychologue praticien, on a des exigences en termes d'investissement, vous l'avez compris, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, et aussi en termes d'assiduité de la part des étudiants, pas pour contrôler le fonctionnement de jeunes adultes qui sont pour la plupart majeurs, bien qu'en première année, on puisse avoir 2 ou 3 étudiants qui commencent l'année en ayant 17 ans et puis qui progressivement vont avoir leur anniversaire et devenir adultes à ce moment-là, reconnus par la loi. Mais en fait, ce qui nous importe, c'est que les étudiants restent bien accrochés aux matières qu'ils ont à étudier, restent bien accrochés au métier aussi parce que la professionnalisation commence en 3e année et que c'est une profession qui a qui amène des questionnements personnels, qui peut poser un certain nombre d'enjeux. Donc, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais on accompagne beaucoup nos étudiants de façon à ce qu'ils aillent vraiment jusqu'au bout dès 5 ans. On a un très bon taux d'insertion professionnelle, autour de 93% à la sortie dans l'année qui suit la sortie du diplôme. Donc, du point de vue du suivi personnalisé des étudiants, pour les 2 campus, nous avons ce que nous appelons des responsables à la vie étudiante. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être sollicitées par les étudiants lorsqu'ils ont des difficultés académiques, ils ont une perte de motivation, ils ont des difficultés à avancer,
Ils se retrouvent un peu seuls dans le groupe en première année, des choses comme ça. Et là, on a notre responsable vie étudiante, Monsieur Furman, à Paris, Monsieur Levrez et Madame Delage à Lyon, qui vont recevoir les étudiants, puis discuter avec eux, les rassurer, et puis leur proposer éventuellement des solutions. Mais on a aussi des étudiants qui vont être confrontés pour plusieurs raisons à l'adversité de la vie, et puis qui en première, deuxième, troisième année vont vivre un deuil, une difficulté personnelle, une rupture de couple, etc., qui va voilà, les mettre un peu en difficulté, les fragiliser, et ils peuvent se tourner vers le responsable vie étudiante à ce moment-là pour obtenir de l'aide, réfléchir à des solutions, mais aussi pour être orientés vers des ressources d'aide. Notamment, un certain nombre d'entre elles, nous avons un carnet d'adresses où il y a des ressources d'aide qui peuvent être gratuites et anonymes. On a également un référent santé et inclusion handicap à l'école qui permet aux étudiants d'être reçus avec, bon, un handicap, je le disais tout à l'heure, ça peut être visible ou invisible, mais en première année, très rapidement, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de rencontrer ce référent handicap, Monsieur Virgile, pour faire état de leur situation, parce que certaines situations physiques ou psychiques, temporaires ou au long cours, peuvent nécessiter des adaptations à la scolarité, des adaptations à la participation en classe, pour permettre à l'étudiant de réussir son parcours académique. Euh, Néanmoins, ce sont des démarches qui ne s'improvisent pas au dernier moment, c'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas arriver dans le jour d'un examen avec un papier disant mon médecin généraliste m'autorise un tiers-temps en plus pour le passage de mon examen. Non, il faut que le référent handicap oriente l'étudiant au service de santé des universités. Et ainsi, nous, on sera orienté par le médecin du service de santé des universités qui nous dira voici les adaptations qui sont à proposer pour cet étudiant de façon à ce qu'il puisse aller jusqu'au bout du parcours. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a un référent handicap. Il y a eu aussi, en particulier à partir de la période du Covid, il y a eu des étudiants et des familles qui ont confronté des difficultés financières. Et à l'école, on offre des bourses internes sur critères. Il y a un dossier à monter, donc les collègues pourront vous expliquer cela. Mais en 2023-2024, on a eu quand même 93 étudiants, dont 31 non boursiers du Crous, qui ont bénéficié de ces bourses internes pour alléger ce fardeau. Également, l'école de psychologues praticiens, c'est un réseau à travers l'association des alumni. Il y a plus de 5000 alumni qui sont répartis un peu partout dans le monde. Et ces alumni se rencontrent régulièrement, organisent des événements, organisent des intervisions, c'est-à-dire des groupes d'échange entre professionnels sur la manière sur la réflexion autour de leurs interventions, par exemple dans leurs activités institutionnelles ou dans leur cabinet. Et vous avez toute une possibilité de mise en réseau à travers les alumni si vous partez à l'étranger, mais aussi pour les étudiants qui recherchent des stages. Donc, pour le campus de Lyon, j'essaie de voir si... Voilà, merci Odile. J'ai expliqué tout à l'heure un petit peu depuis quand existe le campus de Lyon. On a donc 35 places en prépa psy et 390 sur les 5 années de la formation initiale. Donc, les 90 étudiants sont séparés en 2 classes et à partir de la 4e année, nous avons la possibilité d'une spécialisation en clinique. Je donnerai le détail peut-être des spécialisations tout à l'heure, ou en psychologie du travail et pratique des organisations. Donc là, on est en plein centre de Lyon, à proximité de la gare de Pardieu, dans Patricia. J'ai un petit trou là sur l'arrondissement.
C'est dans le 3e arrondissement à Lyon. Voilà, c'est le 3e, puisque nous, on est dans le 6e à Paris. Voilà. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, pour le campus de Paris, on accueille environ 700 étudiants en formation initiale et 35 étudiants en prépa psy. Les 130 étudiants de première année et des années suivantes sont donc divisés en 2 classes. Et pareil, il y a des spécialisations qui seront possibles. On est installé près de la gare Montparnasse, près des théâtres de Montparnasse, près du Jardin du Luxembourg. Dans les 2 cas, on est dans des environnements qui sont quand même très intéressants, très positifs. Alors, sur la question des enseignements, vous voyez, on a fait traverser les enseignements par la pratique. C'est une des caractéristiques de notre école. Il y a l'accompagnement des étudiants et il y a aussi la professionnalisation des étudiants. Donc, bien sûr, on va avoir des cours un peu plus théoriques comme les neurosciences, les statistiques, la psychologie cognitive, la psychologie du travail. Et puis, on aura des cours un petit peu plus orientés pratiques, la psychopathologie, la clinique de l'attachement, la psychologie humaniste, le talent management, etc. Mais ce qui va traverser au cours des 5 années, tous les enseignements, c'est la pratique. On entre en stage à partir de la 3e année, mais dès la première année, dans les enseignements, on s'assure de bien donner des exemples pratiques. On est donc une grande majorité des enseignants, nous sommes également des praticiens, ce qui nous permet de donner des exemples très concrets de la pratique à nos étudiants, de même que de leur faire faire toutes sortes d'exercices de mise en pratique pendant les cours. Donc, sur les 5 premières années de la formation, nous avons les 2 premières années qui sont l'acquisition des fondamentaux. Donc, il y a des cours de psychologie que l'on doit suivre pour obtenir le diplôme de psychologue en France, qui nous sont exigés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, à ce moment-là, on va avoir ces cours-là qui seront bonifiés par l'expérience des praticiens qui viennent enseigner chez nous. Et nous avons dès la première année une vie associative qui est riche et qui ne participe pas que du plaisir des étudiants, mais qui participe également de l'engagement dans les études, puisque ça permet aux étudiants de se reconnaître dans une communauté, de ne pas se sentir isolés et de sentir qu'il y a un lien entre eux, les autres étudiants, le personnel de l'école. Et les recherches en psychologie montrent que c'est important pour la réussite des études. À partir de la 2e année, on va voir avec le service des stages à effectuer soit un stage ouvrier ou un bénévolat qui va constituer une première professionnalisation pour faire en sorte que les psychologues, au sortir des études, ne soient pas des gens qui connaissent uniquement le domaine de la pratique du psychologue, mais qu'ils puissent également avoir fait une expérience en entreprise ou qu'ils aient également pu constater l'ampleur de certaines souffrances humaines, sociales, à travers une pratique bénévole. En 3e année, on a un approfondissement des connaissances par la pratique et un premier stage pratique de 300 heures qui est un stage dans lequel l'étudiant accompagne un praticien qui va progressivement lui montrer comment on pratique ce métier. À partir de la 3e année, on a également la possibilité de faire des échanges universitaires, notamment à l'étranger. On vous expliquera ça tout à l'heure. Nous, on favorise plutôt les échanges sur la 3e et la 4e année parce que certains étudiants partent en 5e année, mais la 5e année est relativement chargée pour des raisons que je vais vous expliquer. Donc, on favorise plutôt ça. Et on a un interlocuteur à l'école, Mme Crebelier,
qui s'occupe de tout ce qui est l'international et que les étudiants peuvent consulter pour construire un parcours à l'école qui comporte aussi des temps à l'international qui, bien sûr, vont valoriser le CV de nos jeunes alumni. En 4e année, on commence une spécialisation, une première spécialisation, puisqu'on choisit soit la psychopathologie clinique, soit la psychologie pratique des organisations. Donc, et là, en même temps, on fait un stage pratique de 400 heures en institution qui va progressivement nous amener amener les étudiants à pratiquer eux-mêmes, toujours avec la supervision resserrée du maître de stage. Il peut y avoir, par exemple, des consultations qui soient faites avec le maître de stage. En 5e année, nous allons sur chacun des parcours vers une spécialisation encore plus importante. Il y a un tronc commun en psychopathologie clinique à toutes les options qui sont proposées, de même qu'en psychologie du travail et des organisations. Mais en clinique, on a la possibilité de prendre des cours en plus en enfants, adolescents, dans le domaine de la justice, notamment l'accompagnement des victimes, dans le domaine de la vulnérabilité ou du rétablissement, c'est-à-dire tout ce qui concerne la remédiation cognitive, ce qui concerne, alors donc cette option vulnérabilité à Paris, elle est beaucoup autour de la remédiation cognitive, des personnes âgées, des personnes qui souffrent d'autisme. À Lyon, elle porte le même nom, mais elle est un petit peu plus orientée sur les besoins des populations qui sont en difficulté psychique forte. Voilà. Et puis, il y a également la possibilité, en plus du stage donc on fait son stage de 500 heures là en 5e année, où on est beaucoup plus en autonomie. Hein. De nombreux stages vont progressivement donner une autonomie quasi complète aux étudiants. Donc, vous voyez que par rapport à l'exigence nationale de 500 heures, à l'école de psychologue praticien, on est bien au-dessus de cela parce qu'on veut s'assurer que nos étudiants soient opérationnels une fois qu'ils arrivent sur le terrain en tant que professionnels. En 5e année, il y a des possibilités d'échanges universitaires sur des filières un peu sélectives, notamment au Canada, on va vous parler de ça, ou un double diplôme également pour les gens qui sont inscrits en psychologie du travail avec HEC Montréal sur, voilà, sur un parcours qui aura été fait à la fois chez nous et à la fois en partie à HEC Montréal. Donc, la semaine type à l'école de psychologue praticien, c'est en 1re, 2e année. Nous avons cours toute la semaine. Vous me corrigez les collègues là si je me trompe. Hein. En 3e année, nous avons 3 jours de cours, 2 jours de stage. En 4e année, nous avons 2 jours de stage, 3 jours de cours. En 5e année, nous avons 3 jours de stage, 2 jours de cours. Et donc là, ce qu'on voit, c'est une organisation plutôt pour la psychologie clinique, parce que à partir de la 4e année, dans plutôt la psychologie du travail et des organisations, nous avons un fonctionnement où il y aura des possibilités de rechercher notamment des alternances. Et nous avons organisé l'année de 5e année de psychologie pratique des organisations avec un semestre de cours et un semestre d'apprentissage ou de stage. On a de plus en plus d'étudiants qui se positionnent sur des apprentissages, mais certains font aussi des stages.
Nous avons ouvert à Paris un centre de consultation et de formation Daniel Vidlocher. Alors là, il n'est pas encore complètement ouvert, là, on va l'inaugurer bientôt. Mais l'idée, c'est de pouvoir offrir des services à la population et que dans ce lieu, certains de nos étudiants puissent se rendre pour parfaire leur formation en assistant à des consultations, en participant à des consultations dans une clinique où ils verront tout le fonctionnement d'une clinique, y compris le fonctionnement administratif, les liens avec le quartier, avec la ville, avec les différentes institutions, euh, ce qui leur permettra également de mettre en application donc, des compétences. Et l'équipe de recherche de l'école collabore avec ce centre. Alors, sur l'année de prépa psy, c'est une année de découverte, hein. Il y a certains cours de psychologie, donc ça permet à l'étudiant de tester un petit peu son intérêt pour la psychologie. Et surtout, c'est une année où l'étudiant va être amené à développer ses méthodes de travail universitaire, voilà, à tester sa motivation, à se dire est-ce que j'ai envie de m'engager sur 5 années pour devenir psychologue. Et pour la prépa, le concours est prévu en juin 2024. Je crois que nous avons si je ne me trompe pas, Anne, vous pouvez témoigner un petit peu de la prépa puisque vous y êtes allée. Oui, tout à fait. Comme vous avez dit, c'est une année, où on voit, différents métiers de la psychologie et du coup, c'est hyper intéressant. Moi de ça a été une année, l'une des plus riches, je pense, au niveau apprentissage, par rapport aux professeurs qu'on a pu rencontrer et je sais pas si il me semble que c'est encore le cas, mais il y a une journée aussi de bénévolat par semaine. Qui est, très intéressant aussi parce que ça nous permet déjà de découvrir, un peu où est-ce que les psychologues peuvent travailler aussi, un peu les différentes, structures et cetera et les populations aussi avec, lesquelles on peut travailler. Moi, par exemple, je faisais dans le sport adapté, donc avec des personnes en situation de handicap mental, et du coup, c'était très riche en apprentissage et j'ai pu, collaborer avec, d'autres métiers, des éducateurs, des moniteurs et cetera. Donc c'était une année, très intéressante. Merci beaucoup, Anne. Je laisse la parole à Madame Watté-Frémont qui va vous présenter l'expérience internationale à l'école. Merci beaucoup, Anne. Donc l'expérience internationale, c'est vraiment, un des piliers de l'école et c'est aussi, un élément, différenciant. Donc l'idée, c'est que nous encourageons, les projets à l'international et le principe, c'est qu'un semestre effectué à l'international remplace, s'il est validé évidemment, remplace un semestre d'études, effectué en France. Aujourd'hui, nous avons environ une trentaine de destinations, possibles. Tous les continents sont représentés sauf l'Océanie. C'est possible, donc madame Plantade en a parlé tout à l'heure, donc dès la troisième année avec nous privilégions la troisième et quatrième année, même si c'est possible sur la cinquième année et il y a environ 80 places, par an qui sont ouvertes. Alors qui dit 80 places dit qu'il y a une sélection évidemment puisqu'il faut, monter un dossier, il y a tout un accompagnement qui est fait et puis présenter le projet, que vous souhaitez faire en fait si vous souhaitez partir à l'international. Et puis pour, la psychologie, pratique des organisations, comme l'a évoqué madame Plantade, vous avez la possibilité donc de suivre, par HEC Montréal, un DESS de développement organisationnel si vous êtes dans le parcours, on va dire dit, ressources humaines ou psychologie du travail et c'est une double diplomation, que vous pouvez faire, au cours de la cinquième année ou, à l'issue peut-être de votre diplomation et faire une sixième année. Alors j'indique tout de suite qu'il y a une énorme sélection, que c'est très difficile et que vous devez avoir des résultats, académiques, très élevés, même déjà au niveau du baccalauréat.
Alors, pour ce qui est des stages à l'international, donc on a une filière d'excellence au Canada et notamment, il est possible de faire un internat, pendant, 1 semestre ou 1 année, donc dans des structures dans lesquelles nous sommes partenaires, donc au CHU de Montréal, par exemple, ou le CHU de Sainte-Justine, et il y a d'autres, stages, de ressources humaines et en parallèle, beh, vous suivez des cours à HEC Montréal, l'UQAM ou l'UDEM. Et puis, parallèlement au Canada, on a des partenariats, historiques, notamment au Vietnam, où nous avons ouvert depuis 1997 une antenne, où nous avons un représentant, permanent qui est un alumni d'ailleurs, et nous avons, actuellement cette année des enseignants-chercheurs, madame Plantade va en parler tout à l'heure, des enseignants-chercheurs qui font en fait des formations, auprès d'enseignants, sur les études de médecine par exemple ou les partenariats que nous avons, au niveau du Vietnam et donc vous avez, madame Plantade a eu l'occasion d'ailleurs de faire, une semaine de formation, je crois, fin 2023. Elle vous en parlera tout certainement tout de suite après. Et puis nous avons aussi, un partenaire, historique en Argentine et quelques autres partenaires en Erasmus. On a à peu près une douzaine de stages, par an, faits à l'international, bon qui sont aussi avec un niveau académique. Il y a une demande d'un niveau académique, élevé et bon les places sont relativement chères, mais c'est une opportunité qui est intéressante. Voilà, pour pouvoir partir aussi, l'idée, c'est de ne pas avoir de frein. Donc, l'école, propose une aide de 500 € pour chaque étudiant qui va partir, pour l'aider à partir et à monter son projet. Il existe aussi des bourses Erasmus, donc pour les échanges ou les stages et vous avez aussi une bourse spécifique, au niveau de Rhône-Alpes, donc au moins pour le campus de Lyon. Et puis enfin, on va dire cerise sur le gâteau, n'est pas négligeable du tout, c'est qu'une fois que vous avez proposé votre projet, eh bien vous avez un accompagnement avant le départ, pendant votre séjour et un accompagnement au retour. Vous allez être accompagné par au moins des psychologues qui vont aussi vous aider à, partir, être sur place et vivre votre expérience, à l'international et au retour, parce qu'il faut aussi se réintégrer dans l'école. Alors je vous engage, à aller voir notre page, YouTube où vous avez un certain nombre de témoignages d'étudiants qui sont partis, lors d'Erasmus et vous verrez un peu, comment ça les a transformés, quel est leur retour d'expérience. Pour vous donner une idée, au niveau de l'international, il y a environ 40 des étudiants qui ont une expérience, à l'étranger en stage ou en échange, quand ils arrivent en 5e année. Et enfin, qui dit nous sommes une école aussi de dimension internationale, nous accueillons aussi chaque année, une dizaine d'étudiants répartis sur les 2 campus qui viennent passer un semestre ou une année, pour, étudier chez nous. Donc ils sont, on les appelle des étudiants à la carte parce qu'en fait, ils peuvent étudier sur différentes, disciplines qui peut être sur plusieurs années. Donc c'est aussi nous accueillons aussi des enseignants, internationaux aussi, qui viennent donner des cours. Merci Voilà, Odile. de rien. Peut-être un petit mot sur le Vietnam, parce qu'en effet, j'ai eu la chance d'aller former des professionnels de santé, psychologues ou pas psychologues d'ailleurs, là-bas. Et l'intérêt de l'international à l'école de psychologue praticien, c'est que c'est une des dimensions fortes de l'école, hein, puisqu'il y a 40% des étudiants qui partent, et ça ouvre l'esprit sur d'autres types de psychologie. En allant enseigner de la psychologie au Vietnam, je suis revenue aussi avec des façons de faire des Vietnamiens qui ont aussi des choses à nous apprendre et qui vont recirculer, qui recirculent dans mes enseignements auprès des étudiants, et mes collègues auront également cette occasion. Si les étudiants ne partent pas à l'international, tout le monde ne souhaite pas partir. Pour autant, nous avons de nombreux liens à l'international, puisque notamment l'équipe des enseignants-chercheurs, nous sommes rattachés pour certains d'entre nous à des équipes à l'international, et l'école a un lien fort, notamment avec... vous m'entendez toujours là ou pas?
Oui, j'ai eu un petit doute. Notamment avec l'Ordre des psychologues du Québec, nous avons reçu la présidente de l'Ordre l'année dernière, de façon à pouvoir faciliter les départs de nos anciens étudiants dans d'autres pays s'ils le souhaitent. Moi-même, je suis toujours membre de l'Ordre des psychologues extérieurs, puisque j'ai passé une partie de ma carrière au Canada. Alors, pour faire le lien avec l'équipe de la recherche, nous avons des enseignants qui sont des praticiens, nous avons des personnes qui sont des salariés à l'école en tant que praticiens, d'autres qui sont plutôt des personnes qui viennent donner des vacations. Et nous avons également 12 enseignants-chercheurs permanents, dont je fais partie, qui sont titulaires ou associés de laboratoires que ce soit dans le public ou dans le privé. Par exemple, le professeur Elon, notre directeur, est associé au Conservatoire national des arts et métiers. Moi-même, je suis associée à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Lorraine sur l'unité INSERM Inspire, et plusieurs de nos collègues donc, ont des échanges fructueux avec d'autres établissements pour développer des recherches sur les thèmes de la vulnérabilité, le développement des capacités et le rétablissement. Et les travaux de recherche que nous conduisons ne sont pas seulement publiés, ils sont réinvestis dans nos enseignements auprès des étudiants pour les amener au plus proche de ce qui se fait dans les métiers de la psychologie aujourd'hui. Un bon nombre d'entre nous, les enseignants-chercheurs, sommes aussi des praticiens, donc nous faisons une recherche qui est très souvent utile à la pratique. Par exemple, pour ma part, je fais des recherches sur la question de la formation des psychologues, des professionnels de santé et des professionnels de l'éducation, et mes collègues conduisent d'autres types de travaux. Nous avons également des diplômes universitaires en association avec d'autres établissements, notamment un DU dissociation et prise en charge du trauma complexe, un DU de criminologie-victimologie, un DU aussi de situations complexes en santé mentale, avec différents établissements comme l'Université de Lorraine, l'Association française du trauma et de la dissociation ou encore l'Institut catholique de Paris. Et nous avons des doctorants qui sont, pour certains d'entre eux, financés par l'école, que nous suivons en co-direction de thèse, en partenariat avec des universités publiques. Et un certain nombre de ces doctorants sont des anciens de notre école. On va laisser la parole à nos étudiants pour pouvoir témoigner un petit peu de leur expérience. Faustine? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok, parfait. Donc moi, je suis Faustine Ferrand, je suis en 3e année sur le campus de Lyon. J'ai pas fait la prépa psy et je suis présidente du bureau des arts sur le campus de Lyon, mais je pense que je le présenterai plus tard. Donc d'abord, mon point de vue sur les cours à Lyon, comme l'a dit Madame Plantade, les cours ils sont enseignés par des professionnels, enfin des psychologues, pas juste des profs. Donc c'est vraiment un gros plus parce que souvent on a des exemples qui nous sont donnés qui sont directement issus de la pratique des profs, que ce soit des cas cliniques ou autres, que ce soit en clinique ou en psycho du travail d'ailleurs. Et on a souvent aussi des activités pratiques dans différents enseignements en TP. Donc c'est la promo en fait entière qui est divisée soit en demi-groupe, voire même en quart de groupe par moment. Donc au départ, en première, deuxième année, les cours, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en arrivant en école de psycho, parce que les cours, en fait, ils sont très basés sur la posture du psychologue, les différents paradigmes cliniques, les différents outils thérapeutiques, mais c'est vraiment fondamental pour la suite, notamment pour les stages en 3e, 4e, 5e année, ça nous prépare vraiment. Et puis petit à petit, du coup, là, en 3e année, moi, je vois vraiment la différence. On s'oriente plus dans le dur, donc dans les connaissances en psychopatho, en neuropsycho, en psychanalyse. Et en plus, ce qu'on a aussi avec les cours, je ne sais pas si c'est pareil à Paris, mais à Lyon, en tout cas, c'est comme ça. On a la possibilité, dès la 2e année, de choisir des mineurs. Donc, en fait, on nous propose plusieurs cours et on peut choisir quel cours on veut en fonction de ce qu'on préfère. Ça nous permet donc déjà d'orienter nos apprentissages, de choisir en fait nos apprentissages en amont de notre future carrière si on sait ce qu'on veut faire, ou alors juste nous ouvrir la porte à la découverte si on veut découvrir différents champs, qu'on soit sûr de notre carrière pour plus tard ou pas d'ailleurs. Le fait qu'on ait des stages aussi, c'est un gros avantage parce que ça nous permet de mettre en pratique tout ce qu'on voit en cours.
Et pour avoir commencé cette année, vu qu'on commence en 3e année, c'est vraiment enrichissant. D'autant plus que vu qu'on a plus d'heures que dans les facs publiques, comme l'a dit Madame Plantade tout à l'heure, je pense que ça nous offre plus de confort quand on arrive en 5e année et qu'on se dirige du coup vers notre boulot de psychologue. On se sent peut-être plus prêt. Vu qu'on a plus de pratique, qu'on a été plus longtemps sur le terrain, moi je pense qu'en tout cas j'arriverai en fin de 5e année avec plus de confort pour rentrer dans la vie vraiment professionnelle. Et en plus de ça, ça nous offre un réseau. On n'arrive pas dans le monde extérieur, dans le monde professionnel sans réseau. On a déjà rencontré des professionnels qui ont pu nous recommander, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper enrichissant. Je ne sais pas si je fais une petite sur mon stage à moi actuellement, si ça peut être intéressant. Ouais, bon. Donc justement, pour mon stage, moi, j'aimerais m'orienter en psychoclinique l'année prochaine. Donc actuellement, je suis en stage dans un dispositif médico-éducatif qui comprend un CESAD, un IME, donc Institut médico-éducatif, et un CIPS, service d'insertion professionnelle. Donc en gros, j'accompagne des jeunes de 12 à 21 ans qui présentent divers troubles neurodéveloppementaux, donc de l'autisme, des TDAH, troubles de l'attention avec hyperactivité, pour différentes problématiques. Mais essentiellement, c'est quand ils veulent s'orienter vers le monde professionnel, donc trouver un travail, ou mettre en place des aménagements pour faciliter leur scolarité, donc mettre en place des AESH, permettre aux parents d'avoir accès à l'allocation pour les personnes handicapées. Donc ces troubles neurodéveloppementaux avec des troubles associés parfois, donc des troubles du comportement aussi beaucoup. Donc en gros, concrètement, avec ma maître de stage, on va en visite à domicile, donc on va à la rencontre des familles pour des entretiens avec eux. On fait passer des tests psychométriques et projectifs aux jeunes. J'ai aussi des entretiens cliniques individuels avec les jeunes et avec les familles. On rédige des comptes rendus. On a des réunions institutionnelles aussi, parce que c'est très important de pouvoir discuter avec les éducateurs spécialisés, de mettre en lien les différentes problématiques des jeunes, parce qu'on a tous des points de vue différents sur les jeunes. Et on aide aussi à monter les dossiers MDPH avec l'assistante sociale. Enfin, c'est vraiment un stage très riche qui me permet de voir plein de choses et de mettre du coup en pratique des choses que je vois depuis 3 ans à l'école. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Pour mon association, je la présenterai peut-être après, quand on parlera de la vie associative. Ok, parfait. Merci beaucoup, Faustine. Anne, souhaitez-vous rajouter un petit peu des choses sur votre expérience étudiante? Ouais, du coup, elle a dit déjà beaucoup de choses qui sont tout à fait vraies. Je vais juste rajouter quelques éléments pour aller un peu plus en profondeur sur certaines choses. Par exemple, au niveau de la taille, les cours sont vraiment à taille humaine et ça, c'est vraiment une différence par rapport à la fac. Même s'il y a les travaux pratiques, là, vraiment, ce qui est très agréable, c'est dès qu'on a une question sur un cours, soit on peut les poser pendant les cours ou aussi aller le voir le professeur derrière. Et aussi, moi, je suis en 4e année, donc en fait, je commence mon mémoire aussi de fin d'études en vue de l'obtention de mon diplôme de psychologue. Et là, en fait, on est vraiment accompagné par des directeurs de mémoire et donc ça, c'est vraiment une structure qui est aussi très importante, je pense, à préciser dans l'école et que on a des séminaires de mémoire vraiment très régulièrement avec notre directeur de mémoire. Et aussi, un autre élément qui est important, c'est que c'est très intégratif. Donc c'est-à-dire, il y a pas c'est pas focalisé que sur un seul courant de psychologie. Donc on va vraiment voir tous les différents courants. Donc on va voir, tout ce qui est, de la psychanalyse, des thérapies, cognitivo-comportementales, la psychologie humaniste aussi, qui est beaucoup plus développée au Canada, mais nous, on est l'une des rares, établissements, supérieurs à avoir la chance d'avoir ce cours-là. Et comme a dit aussi Faustine, vraiment tous les cours sur, vraiment, le comportement, d'un psychologue, sa façon d'être et cetera. C'est vraiment hyper important. Et aussi au niveau des stages, on a aussi des supervisions, qui sont, hyper importants, parce que ça permet d'avoir un espace, de sécurité pour pouvoir, parler d'éléments qui peuvent être, soit, hyper positifs dans nos stages ou assez compliqués. Et du coup, en fait, c'est des petits groupes où on est entre une dizaine avec, un psychologue, praticien et en fait, on va, élaborer sur, les différents cas qu'on peut rencontrer et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet d'avoir une structure pour, aborder en toute confiance, ce qui se passe et de pouvoir prendre du recul sur certaines situations qui peuvent être compliquées parce qu'il faut pas oublier que c'est un métier où on travaille vraiment avec l'humain.
Donc parfois ça peut provoquer des choses en nous, du coup ce groupe-là permet de prendre du recul et de prendre un temps aussi pour, élaborer sur ce qu'on a pu ressentir et donc moi je sais pas si je parle aussi un peu de mes 2 stages. Voilà, donc le premier que j'ai fait, c'était, dans le domaine de la recherche. Donc j'étais, en charge d'une recherche, sous, la supervision, de ma maître de stage et donc j'étais amenée à travailler au Louvre, à faire, une enquête de terrain au Louvre, auprès de touristes qui passaient et donc je les interpellais pour leur demander s'ils acceptaient, un enregistrement de leur mouvement oculaire face à la Vénus de Milo et après, suite à cette recueil de données, je m'occupais, de faire l'analyse, de ces données-là pour voir, où est-ce que les gens regardaient en premier sur la Vénus et cetera. Donc c'était vraiment un cadre, idyllique et particulier de du travail, mais très riche et enfin fort en apprentissage aussi. J'ai beaucoup appris sur, comment faire, la relation aux autres, comment mener une recherche et cetera et cette année, donc je suis dans une association qui s'occupe de personnes avec un handicap lourd. Leur seul moyen de communication, c'est avec leurs yeux, parce que c'est un syndrome suite à un AVC, qui s'appelle, le syndrome de l'enfermement et donc leur seul moyen de communication, c'est avec leurs yeux et donc le matin, je m'occupe, de la vie de l'association. Donc je vais m'occuper du planning des bénévoles, d'envoyer des mails pour des groupes de parole et cetera et l'après-midi, je vais rendre visite à mes patients, enfin à des patients, hem je suis, toute seule en interaction avec eux et donc c'est un stage, très, très riche et je travaille en collaboration aussi avec le psychologue de la structure dans laquelle je vais les après-midi et du coup on parle ensemble, de, quel, enfin, ça permet de débriefer sur un peu, les cas que je peux rencontrer, sur les situations complexes aussi que je peux rencontrer, sur, quelle, personne souhaite quelle activité et de vraiment avoir ce moment d'échange, avec eux et d'avoir vraiment cette posture aussi et ce lien qui se crée aussi avec, les patients qu'on peut apprendre, plus tard et il y a que, l'apprentissage par le terrain qu'on peut vraiment apprendre la posture, de psychologue et je trouve que ça, c'est un élément hyper important, avec nos stages et heu et c'est Merci beaucoup, Anne et Faustine pour ces témoignages, très riches. Anne, merci d'avoir rappelé, le dispositif de la supervision renforcée de l'école, hein, qui est vraiment une caractéristique aussi, liée à la professionnalisation chez nous et qui permet aux étudiants qui ont un maître de stage, partout en France quand on fait des études de psychologie et qu'on a des stages. Mais là, il y a un dispositif supplémentaire de soutien qui permet de progresser au niveau professionnel, au niveau des relations avec les usagers de nos services et qui permet aussi aux étudiants de ne pas se retrouver trop seuls quand ils ont, des étonnements institutionnels. Les relations entre les différents professionnels peuvent parfois les étonner ou quand ils ont des difficultés, ponctuelles ou un peu plus durables avec des maîtres de stage, avec lesquels ils ne sont pas en accord sur tout. Et donc, on s'assure ainsi que nos étudiants puissent s'insérer le mieux possible dans la vie professionnelle. Donc maintenant, on va aborder la vie associative avec Madame Watté-Frémont et ça sera complété par Faustine et Anne. Tout à fait. Merci beaucoup Anne. Donc là, vous voyez le panorama en fait des associations qui existent, soit sur les 2 campus ou sur l'un ou l'autre campus. Donc bon, je vais juste évoquer, le PP Alumni qui est aussi une association, phare chez nous, même si elle n'est pas évidemment gérée par les étudiants. Mais de fait, nos étudiants, quand ils sont diplômés, intègrent immédiatement, le PP Alumni et tout au long de
de leur scolarité, les alumni vont aussi accompagner les étudiants par des forums des métiers, etc. Donc, il y a une interaction qui se fait très rapidement avec l'association des alumni. Je vais juste évoquer Psymaginaire et le BDE Psydéal, qui sont en fait nos 2 BDE, donc pour Paris et pour Psymaginaire et Psydéal pour Lyon. Et puis, nous avons quelques associations qui sont communes aux deux campus. Je vais penser à l'EP Pro qui organise, qui déjà gère la ligne vestimentaire de chacun des campus qui est renouvelée chaque année, qui organise des reportages, des films, des colloques, comment dirais-je, des rencontres avec des professionnels. Vous avez Humanipsy aussi, qui est une association d'entraide. Vous avez Thérapie, qui est une association qui s'occupe de la RSE. Vous avez des associations sportives. Et puis, vous avez tout nouveau projet peut être soumis. En fait, si vous avez un projet de nouvelle association, c'est quelque chose qui est étudié avec la direction et les différentes parties prenantes, notamment, je pense aux petits nouveaux, Ted Amisol, que vous voyez sur le côté à gauche de l'écran, qui est une des dernières années et qui organise en fait des vacances pour des enfants qui peuvent être défavorisés et qui seront donc accompagnés. Et puis, je vais laisser le BDA et Psynsight. Donc, d'abord, Anne, pour la junior entreprise. C'est la seule junior entreprise de France de psychologie. Et puis, Faustine, ensuite, continuera avec le bureau des arts pour Lyon. Donc, je vous laisse d'abord, peut-être, Anne, parler de Psynsight et ensuite Faustine. Merci. Merci beaucoup. Donc, Psy Insight, donc c'est une junior entreprise. Donc, une junior entreprise, donc c'est le plus grand mouvement étudiant de France. En fait, on va être les intermédiaires entre des clients qui viennent avec une demande et nous, on va leur apporter des intervenants, donc qui sont les étudiants de l'école. Et en fait, ça a vraiment une plus-value pédagogique parce que c'est obligé que ça rentre dans nos domaines de compétences. Donc, par exemple, nous, on peut proposer dans nos offres de prestations, il y a seulement des passations de thèse, des passations d'entretien. Donc, nous, au travers de cette association, on permet vraiment une montée en compétences pour les étudiants et après, ils sont rémunérés grâce à ce travail-là. Et donc, moi, en tant que membre de l'association, donc j'ai été vice-trésorière, trésorière, puis présidente. Et donc, en fait, c'est vraiment comme une toute petite entreprise. Donc, on a tous les différents pôles, le pôle communication, le pôle événementiel, euh, le pôle commercial, le pôle trésorerie, le bureau, etc. Et c'est vraiment une riche expérience, que ça soit en tant qu'intervenant que en tant que membre de l'association. Par exemple, en tant que présidente, j'ai appris à être manager, j'ai appris plein d'autres compétences que j'aurais jamais appris avant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est avoir ce lien avec tous les autres différents étudiants. Donc, ça permet aussi de renforcer les liens avec d'autres étudiants. Du coup, moi, je prends la parole pour le BDA Galapsy, donc le petit logo turquoise que vous voyez en haut, qui est le bureau des arts de Lyon. Donc, moi, j'ai été comme interne l'année dernière. Donc, en fait, je faisais tout ce qui est post sur Insta ou les autres réseaux sociaux, Facebook, et communiquer les informations au sein de l'école. Donc, concrètement, c'est une association qui a pour objectif de mettre en place des Attends, projets j'étais pas sur le artistiques. truc. Qu'est-ce que t'as dit? De quoi? Je sais pas si c'était un bug de micro. Du coup, c'est Allez-y, une Faustine. Oui, OK. C'est une association qui a pour objectif de mettre en place, du coup, des projets artistiques au sein du campus. Donc, l'année dernière, on avait commencé en fait, c'est une association qui avait été créée en 2020 et faute du covid, en fait, elle a été un peu abandonnée
Et depuis l'année dernière, on l'a repris, on l'a fait repartir comme il faut. Et donc là, actuellement, on a le pôle musique. Donc en fait, c'est un petit groupe de musique. Tout le monde est libre de venir jouer de la musique, que ce soit des personnes qui ont fait de la musique pendant 1 an, qui n'ont jamais fait de musique, que ce soit des grands virtuoses qui ont fait le conservatoire pendant 10 ans. On accueille tout le monde. Et en fait, on monte un petit groupe de musique et là, on est environ 15 et on se réunit toutes les semaines pour répéter. Et en fait, on est mobilisés sur des événements à nous ou sur des événements interasso pour des petits concerts. Donc par exemple, on a le gala. Donc pour ceux qui viennent d'être diplômés, il y a un gala qui est fait et on va jouer à ce gala-là. On a aussi la remise des diplômes qui se fait au Palais de la Bourse à Lyon, où on est invité à venir jouer après que la cérémonie de remise des diplômes ait été faite. Et cette année, on a aussi un colloque de psychopatho qui est animé par l'école et on a été invité à venir jouer en fin d'année, en juin. Donc voilà, c'est super. Jouer de la musique, c'est super, ça fait du bien. On a aussi mis en place un atelier écriture. Donc en fait, on a un thème toutes les 2 semaines et on se réunit toutes les semaines pour écrire et échanger autour des textes qui ont été rédigés, de livres et de films en lien avec le sujet. Enfin, c'est vraiment un atelier écriture et puis après des débats sur les techniques d'écriture, les sujets. Enfin, pareil, c'est très thérapeutique l'écriture, mine de rien. Et on a aussi, on organise des soirées jeux de société et jeux de rôle. Là, on a une soirée loup-garou qui va arriver. Enfin voilà. Chaque année, on a un renouvellement de l'équipe et du bureau. Donc la passation, elle se fait aux alentours de mars-avril. Et cette association-là, bah, en plus de faire des activités artistiques qui permettent un peu de sortir des cours, voilà, d'avoir des loisirs et de mettre en place, de mettre en action sa passion, ça permet aussi une mise en lien. Enfin, ça, c'est pour toutes les associations, je pense. Une mise en lien avec toutes les années. Par exemple, nous, au sein de notre bureau, on a quelqu'un qui est en 5e année, on a quelqu'un qui est en 2e année, quelqu'un qui est moi, du coup, en 3e année, on a des premières années. Enfin, on a vraiment de toutes les années, même au sein du groupe musique. Et c'est vraiment super parce que ça nous permet d'avoir des contacts entre les étudiants. Moi, je me suis fait plein d'amis dans des années supérieures et c'est vraiment très enrichissant. Voilà, les associations, c'est super. Il faut vraiment participer à la vie associative, c'est hyper important. Voilà pour moi. Merci beaucoup à nos étudiantes. Maintenant, on va vous parler un peu plus des aspects dates, concours, modalités d'admission, etc. avec Monsieur Ribeiro et Madame Chanu. Marco, je te laisse la parole. Oui, je reprends la parole. Merci beaucoup. Donc, concernant les dates clés de nos concours, donc la plateforme de nos concours est ouverte déjà depuis le 5 décembre dernier. Donc, vous avez jusqu'au 15 mars prochain pour déposer votre candidature ou en tout cas pour la finaliser et la valider. Donc, nous présenterons 2 concours, le concours en admission en première année et le concours des admissions parallèles qui vous seront présentés dans quelques minutes par Madame Chanu et moi-même. Ensuite, donc pour le concours de la première année, je vais laisser Madame Chanu présenter le concours des premières années. Je te laisse la parole. Oui, merci Marco. Alors, concernant effectivement les admissions en première année, donc tout d'abord, je vous rappelle que l'école de psychologue praticien n'est pas sur Parcoursup. Donc, nos étudiants intègrent l'école sur un concours, uniquement sur un concours. Donc, ce concours se passe en 2 temps. La première étape consiste en des épreuves écrites qui auront lieu cette année donc à distance via une plateforme qui est sécurisée bien entendu pour cela. Donc ces épreuves écrites vont comporter un test de français, un test de culture générale et des tests psychotechniques. Ces épreuves se dérouleront le samedi 23 mars après-midi. Voilà, si vous êtes admis donc, à la suite de ces épreuves écrites, vous serez convoqué pour des épreuves orales, une épreuve orale en fait, donc qui consiste en un entretien individuel qui est mené par 2 psychologues. Ces entretiens auront tous lieu entre le 29 avril et le 27 mai. Vous recevrez de notre part des convocations donc pour venir sur chacun des 2 campus, soit à Paris, donc soit à Lyon, en fonction bien sûr du campus où vous aurez postulé. Il faudra compter donc une demi-journée pour ces épreuves orales parce que nous ne connaissons pas à l'avance votre heure de passage. Voilà, donc tout simplement, c'est pour ça qu'on va vous demander de prévoir une demi-journée. Et suite à ça, donc, vous avez là les résultats finaux qui sont communiqués donc fin mai.
en fin de journée. Et ensuite, on vous demandera dans la semaine qui suit de nous confirmer, de nous informer de votre décision d'intégrer ou pas l'école. Puisque, donc, si vous êtes effectivement sélectionné, vous aurez à vous positionner malgré tout et à nous confirmer que vous voulez bien intégrer l'école, puisque nous aurons aussi une liste d'attente que nous aurons à dérouler dans le cas de désistement. Voilà. Alors, à mon tour de présenter de fait le concours des admissions parallèles. Donc, le concours des admissions parallèles est uniquement dédié à des candidats qui ont validé, qui sont en cours de validation d'un parcours en psychologie à l'université. Donc, soit une première année, soit une deuxième année ou une licence et qui souhaitent intégrer, en fait, continuer leur parcours de formation en psychologie au sein de notre école. Donc, ils doivent déposer un dossier de candidature jusqu'au 15 mars prochain qui doit être composé donc d'un CV, d'une lettre de motivation et de tous les justificatifs prouvant qu'ils sont bien validés un parcours en psychologie à l'université. Tous les dossiers sont ensuite, à partir du 15 mars prochain, étudiés par des psychologues de l'école qui vont donc présélectionner des candidats qui devront tous passer en fonction du campus qu'ils auront choisi au moment de l'inscription au concours, passer donc des épreuves, des oraux, le samedi 6 avril prochain, qui vont durer donc toute la journée. Il y aura d'ailleurs une première épreuve orale, donc c'est un entretien de groupe qui sera mené par 2 psychologues de l'école. Et ensuite, l'après-midi, tous les candidats passeront un entretien individuel, un entretien motivationnel mené par un psychologue. À la suite de ces oraux, un jury donc va délibérer pour ensuite valider les candidats qui seront donc admis pour la rentrée du mois de septembre. Et la publication des résultats se fera aux alentours du 15 avril prochain pour les candidats retenus. On gardera également une liste complémentaire si nous avons des désistements sur l'un des 2 campus entre le mois d'avril et le mois de septembre. Voilà pour la présentation des concours. Continue sur ta lancée ou c'est Patricia? Oui, je vais parler des frais de scolarité, je laisserai Patricia parler des bourses. Donc, pour l'année universitaire 2024-2025, donc les frais de scolarité s'élèvent aux alentours, vont s'élever à 7 260 € l'année et la prépa-psy à 5 740 € pour l'année 2024-2025. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on vous demande un premier tiers qui sera environ de 2 000 € au moment de l'inscription. Et ensuite, vous aurez le choix soit de payer intégralement l'année en une seule fois ou alors de payer par mensualité de 600 € sur 9 mois à compter du mois de septembre à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Voilà. Alors, Merci beaucoup. je prends la suite donc de Monsieur Ribeiro pour vous parler effectivement, revenir un petit peu sur la bourse interne que peut délivrer l'école sous conditions de ressources. Donc en fait, il s'agit de constituer un petit dossier où on vous demande un certain nombre de justificatifs par rapport donc aux ressources familiales. Donc jusqu'à maintenant, ce dossier était à retirer donc alors auprès de moi pour Lyon et auprès d'un de mes collègues parisiens, je crois que c'était Madame Kaminska ou peut-être Marco Ribeiro, je ne sais plus exactement. Bon, toujours est-il que voilà, il faut retirer un dossier. Vous avez environ 6 semaines pour renseigner ce dossier et donc fournir les pièces justificatives qui vous sont demandées. Donc, ce sont des pièces administratives très, très classiques. Donc, vous nous redonnez ce dossier. Il y a une commission des bourses qui se réunit en fin d'année et qui statue donc sur les dossiers qui sont demandés. Et on vous fait part du résultat en fin d'année. Donc, on va essayer peut-être cette année de mettre en place une commission des bourses plus tôt, si on le peut. C'est en tout cas le souhait qu'on a, que vous sachiez au plus tôt, avant septembre, si vous pouvez prétendre ou pas à cette aide financière. Voilà, mais c'est encore en cours de discussion à ce niveau-là. En tout cas, sachez qu'il y aura toujours une possibilité de faire une demande de bourse interne.
vous pouvez faire cette demande tous les ans, de la première année à la 5e année. Il faut aussi savoir, et c'est important, qu'elle peut être cumulable avec la bourse du Crous, parce que parfois des étudiants ne font pas cette demande de dossier auprès de l'école, dans la mesure où ils sont boursiers du Crous et pensent ne pas pouvoir y prétendre, alors qu'en fait, si les deux bourses peuvent être tout à fait cumulables. Après, notez aussi que par contre, la somme qui peut vous être donc attribuée une année peut ne pas être la même les années qui suivent. Voilà, mais en tout cas, vous avez complètement la possibilité de faire cette demande de dossier. Donc moi, je vous invite vraiment à ne pas hésiter. Voilà, faites-nous savoir que vous avez besoin de ce dossier. Et ensuite, il suffit voilà, de remplir et d'attendre les résultats. Donc je vous dis, pour l'instant, les résultats sont communiqués sur la fin de l'année. Voilà pour les bourses internes. Merci beaucoup Marco et Patricia. On va passer aux questions, soit de nature pédagogique, administrative ou étudiante. Donc je pense qu'on aura pas mal de questions plutôt administratives. Donc on vous laisse la parole. Comment procède-t-on? On fait lever les mains? Alors, on va peut-être déjà répondre à pas mal de questions qu'on a sur le chat, qui sont assez récurrentes. Donc, on nous demande beaucoup quelles sont les épreuves et comment vont se dérouler les épreuves du concours écrit en première année pour le 23 mars prochain. Donc, il y a donc 3 épreuves qui vont durer 2 heures. Une épreuve de français, une épreuve de culture générale et une épreuve de test psychotechnique. Donc, il n'y a pas vraiment de préparation au concours. Les tests de français, c'est plutôt un test pour vérifier votre connaissance du français, que vous savez écrire correctement le français. Voilà, il n'y aura pas de rédaction à faire à proprement dite. Concernant la culture générale, ce sera des questions très variées, hein, de politique, d'art, d'histoire, de géographie. Et les tests psychotechniques, vous pouvez vous entraîner sur les tests, sur les annales pour le concours d'infirmière. C'est à peu près le même type de test qui sera proposé le 23 mars prochain. On nous demande aussi concernant les oraux. Donc les oraux, c'est des entretiens motivationnels, c'est des entretiens aussi pour voir un petit peu comment vous arrivez à, à vous exprimer on va vous donner quelles sont vos motivations pour intégrer l'école et pour intégrer donc ce cursus. Et dans le cadre des admissions parallèles, l'épreuve de groupe, en fait, on va vous poser une question et en fait, c'est pour voir un petit peu comment vous allez débattre autour d'une question qu'on va vous poser et c'est un petit peu voir comment vous vous positionnez en groupe. Y a-t-il des spécialités à privilégier pour la terminale? Non, il n'y a pas de spécialité à privilégier. C'est le principe même de notre concours. C'est un concours égalitaire qui est ouvert à tous. Donc, on ne va pas regarder quel type de bac vous avez obtenu ou que vous êtes en train de préparer. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de spécialité, même si effectivement, on va dire que 95% de nos étudiants sont quand même sur des profils scientifiques et littéraires. Il faut savoir que nous avons quand même pas mal de matières scientifiques sur le parcours de la formation de psychologie. Je vais juste peut-être compléter en première et deuxième année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous demande la validation d'un certain nombre de matières scientifiques comme les statistiques, la psychologie cognitive, les méthodes de recherche, etc. Et donc, moi, je recommanderais aux étudiants qui voudraient postuler, par exemple, dans 2 ans, de bien s'assurer d'avoir fait mathématiques et biologie. Voilà. Il y a une question à la fin de la première année pour passer en deuxième année. Quelle est la forme des examens? Ce sont des examens rédactionnels où il y a des épreuves, il y a du contrôle continu, il y a des dossiers à rentrer en fin de semestre, il y a des examens effectivement de fin de semestre qui peuvent être effectivement des QCM, mais la plupart du temps, ce sont effectivement des épreuves quand même rédactionnelles. Les personnes en reconversion et qui souhaitent intégrer l'école, ceux qui n'ont pas de licence en psychologie, doivent-elles aller en première année? Oui, tout à fait. Si vous n'avez pas de parcours validé en psychologie, si vous êtes dans le cadre d'une réorientation, d'une reconversion, vous devez postuler en première année.
Devons-nous attendre les résultats de Parcoursup pour valider notre inscription à l'école des psychologues praticiens? Nous sommes calés sur le calendrier Parcoursup, justement. Donc, les résultats pour le concours de première année seront logiquement donnés aux alentours du 31 mai prochain, on l'espère, donc la même date que Parcoursup. Sinon, tout début juin, aux alentours du 2 ou 3 juin, les candidats admis auront 9 jours pour valider en fait leur place, pour nous dire s'ils acceptent ou pas leur place, et ensuite 1 semaine pour s'inscrire au sein de notre école. Est-ce qu'il y a plus de chances d'intégrer Lyon que Paris, car demande plus forte à Paris? Effectivement, on va dire que le campus de Paris est très, très, très prisé. Donc, vous avez certainement peut-être, je vais dire, plus de chances d'intégrer le campus de Lyon que de Paris. Peut-être ajouter que c'est le même diplôme. C'est quand même Oui, c'est important et oui, c'est c'est la tout. même formation, quoi. C'est important. Mais c'est vrai que c'est un campus qui est plus petit. Je pense que Patricia pourra le confirmer. C'est que c'est un campus peut-être un peu plus à taille humaine, ou Faustine pourra le dire aussi. Mais les 2 C'est plus campus sont petit, super. mais c'est très chaleureux aussi. Venez à Lyon, n'hésitez pas. Y a-t-il N'est-ce des pas, choses Faustine? Y a-t-il des choses à appréhender, à réviser pour l'oral? Non, vraiment pas. C'est vraiment un entretien motivationnel pour voir un petit peu aussi comment vous exprimez votre pensée. C'est aussi un entretien qui permet de voir si le candidat est assez solide pour suivre la formation de psychologue, puisque c'est une formation qui peut être qui est assez longue et qui peut être parfois difficile lorsqu'on aborde certaines thématiques en cours ou lorsque vous allez arriver en stage. Effectivement, parfois, ça peut faire écho aux difficultés que vous pouvez avoir à titre personnel. Donc, c'est aussi ce que le psychologue, ou en tout cas le membre du jury, va essayer de déceler. Mais c'est vraiment avant tout un entretien motivationnel. Donc, vous n'avez pas besoin, il n'y aura pas de questions pièges ou de questions de cours qui vous sera posée pour savoir si, pour valider votre oral. Alors, concernant les logements, nous avons des partenariats avec une résidence étudiante. Enfin, en tout cas, c'est une plateforme où vous pouvez déposer des dossiers pour trouver effectivement un logement sur Paris. Sinon, vous avez des résidences étudiantes très proches du campus de Paris, sur Boulogne, sur Montrouge, qui sont à moins de 30 minutes en transport. Ce sont des résidences étudiantes qui sont assez neuves. Par expérience, le loyer est aux alentours de 500 € par mois. Et vous avez le droit aux APL normalement, donc c'est environ 400 € par mois, toutes charges comprises avec Internet. Voilà. Alors nous, on n'a pas de partenariat à proprement dit avec les résidences étudiantes-là, mais vous pouvez effectivement les solliciter si vous le souhaitez. Ensuite, après, c'est éventuellement essayer de faire des colocations, de trouver des petites chambres sur Paris. Sur Lyon, je pense que ça doit être à peu près pareil. Je laisse la parole à ma collègue. Oui, c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'on n'a pas de partenariat spécifique. On essaye par contre de communiquer quand les étudiants de 5e année libèrent des logements, parce que donc ils ont fini, ils s'en vont. On essaye voilà, justement de communiquer auprès de nos nouveaux étudiants. Donc de temps en temps, on peut être amené comme ça à vous donner quelques pistes. Mais c'est pareil, à Lyon, il y a quand même bon nombre de résidences étudiantes. Voilà, il y a quand même vraiment de quoi faire. À ma connaissance, il n'y a jamais aucun étudiant qui n'a pas trouvé de logement, hein. C'est vrai que c'est toujours un, un poste un peu important et qui peut voilà, impressionner, mais en général, voilà, ça se passe bien. Il y a aussi beaucoup de systèmes de colocation si vous êtes intéressé. Et puis sinon, pour les étudiants pardon, boursiers, il ne faut pas non plus hésiter à solliciter le Crous, qui est à même de vous donner des pistes aussi. Il y a des questions sur Lyon. Alors, merci. Alors, Lyon a peut-être moins de possibilités pour trouver un stage. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas. Non? Non, Ah non, non, il y a plein pourquoi? de structures sur Lyon, hein. Voilà, bah, ouais. Oui, Fausse oui, voilà, il y a rumeur. plein de structures. Et puis après, on a aussi la banlieue proche qui est très accessible parce que c'est aussi une ville qui est très bien desservie en termes de transport en commun.
Donc avec le métro, les bus, les tramways, on sort très facilement de la ville. Après, voilà, faut pas être Personnellement, frileux. Pardon, personnellement, Faustine. je fais pas de souci. Personnellement, je fais mon stage en Isère à Bourgoin-Jallieu et ça reste aussi accessible avec les trains. Après, trouver un stage, c'est plus accessible quand on a le permis, forcément. Ils regardent pas mal ça sur le CV. Mais moi, je fais mon stage en Isère, c'est aussi très accessible avec les trains. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de facilité plus à Paris qu'à Lyon. Je pense pas. Oui, et puis au-delà de ça, ça circule peut-être un tout petit peu mieux sur Lyon qu'à Paris. Et Sûrement. puis peut-être spécifier le fait qu'on a un service des stages sur Paris et un service des Oui, stages à Lyon. tout à Donc fait. l'encadrement des étudiants, l'accompagnement des étudiants dans la recherche des stages est forte et ça c'est très important. Je vais laisser mes collègues clore la réunion. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis peut-être à bientôt. Au À revoir. bientôt, merci Anne. Merci, Anne. Merci Anne. Au revoir. Une question pour Lyon aussi. Combien d'admissions parallèles prenez-vous par an à Lyon en 4e année? Je dirais une dizaine à peu près. Les années se suivent et se ressemblent à peu près. Jusqu'à maintenant, c'était à peu près ça. D'accord, c'est pas mal. 4e année clinique, hein, j'entends Oui. évidemment, parce que c'est la catégorie qui est la plus demandée. Donc voilà, c'est pas énorme, mais bon, ça se tente malgré tout. Voilà. Peut-on faire les études dans les deux sites, d'abord Paris puis Lyon, ou Lyon ensuite Paris? Ça arrive effectivement qu'on ait des demandes de changement de campus. C'est à la marge, hein, on a très peu, voilà, c'est peut-être un ou deux, au grand maximum 3 étudiants par an. Et en règle générale, c'est donnant-donnant, on va dire, entre les campus, parce que pour maintenir l'équilibre des promotions, des classes et des groupes. Donc voilà, mais effectivement, c'est une possibilité de pouvoir changer de campus en cours de formation. Bon, ayant une licence en psychologie, est-il mieux de postuler en 3e ou 4e année? Question pour Patricia. Bah, j'ai envie de dire, ça dépend si le niveau déjà du dossier, hein, puisque sur les admissions parallèles, donc VAF, on va étudier en première intention votre dossier académique. Donc, si vous avez un très bon dossier, vous pouvez tenter directement la 4e année. Si votre dossier est un peu moyen, ça vaut peut-être le coup d'essayer la 3e année, puisqu'on a aussi moins de demandes d'intégration en 3e année qu'en 4e année clinique. Voilà, après, ça dépend aussi de votre motivation. C'est un choix qui est très personnel aussi, hein, mais en tout cas, effectivement, sachez qu'on a énormément de demandes de dossiers pour une intégration en 4e année clinique. Alors, apparemment, il y a pas mal de questions sur les choix de campus. Alors, pour répondre assez rapidement, pour les admissions en première année, effectivement, on vous demande de choisir un campus, puisque en fait, c'est sur le campus où vous serez convoqué pour les oraux si vous êtes présélectionné, et logiquement, le campus où vous serez donc admis pour la rentrée du mois de septembre. Euh, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'effectivement, sur le campus de Paris, si on arrive à remplir relativement rapidement, compte tenu du nombre de candidats que nous avons, et que nous avons des candidats en liste complémentaire pour Paris, et que notre promotion est faite, nous pouvons effectivement, éventuellement, ensuite vous appeler pour vous proposer des places sur Lyon s'il en reste. Donc après, libre aux candidats d'accepter ou pas une place sur Lyon. Sur les admissions parallèles, effectivement, vous avez la possibilité de choisir un campus ou un différent. Et là, normalement, les candidats qui ont sélectionné un différent seront plutôt convoqués sur le campus de Paris, hein, je crois, Patricia, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Question à Faustine et Anne. Que conseillez-vous pour préparer le concours pour l'oral? Quels annales ou tests à préparer? Quelles sont vos astuces?
Je vais laisser la parole à Anne parce que moi j'ai passé le concours en 2020 et donc j'ai pas eu toutes les conditions de concours qu'il y a maintenant. Moi, c'était que lettre de motivation et entretien, mais j'ai pas eu donc je laisse la parole à Anne qui pourra peut-être plus répondre que moi. Alors moi, j'ai fait juste les écrits du concours parce qu'après j'ai fait la prépa. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu de mes autres, de mes amis, et cetera et quand on me demande, par rapport à je pense aux exigences, de l'école et connaissant un peu les professeurs et cetera et le type de profil d'étudiant qu'il y a, je dirais plus, un peu, savoir pourquoi est-ce que vous avez envie de réfléchir à 3 grandes questions. Un peu, qui vous êtes, c'est-à-dire, quelles sont un peu vos appétences, quelles sont, voilà, vraiment qui vous êtes vous. Est-ce que vous avez pris suffisamment de recul sur vous, sur, comme on a dit avant, que c'est un métier qui est assez, prenant, donc savoir que, vous avez une certaine maturité, que ça soit, émotionnelle et cetera. Ensuite aussi, pourquoi vous avez envie de faire ce métier-là? Parce que, la phrase un peu bateau, c'est, «Oui, j'ai envie d'aider les gens». Enfin, oui, mais pourquoi, comment et cetera? Est-ce que, en général, on dit tous, qu'on ne fait pas psycho par hasard. Donc essayez de réfléchir un petit peu, à qu'est-ce qui vous avait donné qu'est-ce qui vous a donné envie, de faire, la psychologie et aussi qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'école, mais aussi qu'est-ce que l'école peut vous apporter? Je pense que ça aussi, c'est une question, importante et aussi, faites-vous confiance, et soyez, naturel et spontané et voilà. Merci. Une question qui revient souvent, combien de personnes accèdent par an aux concours écrits puis aux oraux? Alors, pour vous donner un petit peu un ordre par les chiffres, jusqu'à l'année dernière, nous avons environ 1000 candidats qui se positionnent pour le concours en première année et 500 candidats sont ensuite présélectionnés pour passer les oraux entre le campus de Paris et le campus de Lyon. Et donc, nous avons à peu près une centaine de places sur Paris à proposer et 90 grand maximum sur le campus de Lyon. Pour les admissions parallèles, nous avons reçu l'année dernière à peu près un peu moins de 500 dossiers. Et donc, effectivement, pour très peu de places à proposer pour intégrer la 3e, 4e année ou parfois la 2e année. Excuse-moi Marco, je vais nuancer juste à peu près, c'était plutôt 350 places pour les admissions parallèles, mais alors c'est une grande majorité pour entrer en 4e année, mais il y a aussi des entrées possibles en 2e année et en 3e année où il y a environ, on va dire, d'un côté sur 350, on va dire qu'il y en a au moins 250 pour la 4e année, et puis après, on va dire la centaine qui reste, ça se répartit entre la 2e et la 3e année et entre chaque campus. Donc, mais ça vous donne une idée que la majorité quand même des gens qui veulent entrer en admission parallèle attendent la fin de leur licence, ce qu'on peut entendre, mais il est certainement avec un bon dossier, académique plus facile, si je peux me permettre. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait cette formation, donc voilà, je ne m'engage, à rien, mais il y a en tout cas une possibilité, on va dire statistique, un peu plus aisée de rentrer en 2e ou en 3e année, et il n'est pas interdit de postuler quand vous êtes pour rentrer en 4e année, de postuler en 3e année. Enfin, je pense que Marco et Patricia ne me contrediront pas, Non, on ne te va pas te contredire. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. Avez-vous un emploi du temps type pour la première année? Alors, en première année, il faut compter environ entre 21 et 25 heures de cours par semaine. Les cours vont du lundi au vendredi, puisque en première année, vous n'avez pas de stage. Les cours peuvent débuter entre 8h30 et 9h pour se terminer aux alentours de 17h30, 18h, parfois un peu plus tard, hein, parce que c'est pareil, hein, pour faire les emplois du temps, c'est toujours en fonction aussi des disponibilités des enseignants que nous avons. Et les enseignants, c'est un peu aussi la richesse des enseignements de l'EPP, c'est que ce sont des enseignants qui ont une autre activité à l'extérieur, qui sont psychologues encore en exercice et qui donc sont des psychologues praticiens. Donc voilà, et donc on doit aussi un petit peu faire en fonction de leur disponibilité, mais voilà, à peu près entre 9h avec 1 heure de pause de déjeuner le midi pour finir aux alentours de 18h.
Anne et Faustine pourront un petit peu. C'est à peu près ça, hein. Sachant que pour les enseignants, 1 heure de cours égale 2 à 3 heures de travail personnel derrière. Donc ça, je pense que Faustine et Anne ne vont pas me contredire. Donc voilà, environ 20, à peu près 25 heures Je, par semaine de cours. Oui, je vous en prie, Faustine, je crois allez-y. que au niveau de combien d'heures de cours on va avoir dans chaque matière, il y a sur le site de l'école, dans la formation tronc commun, combien d'heures de chaque cours. Il y a déjà les cours, les noms des cours, si vous voulez voir un peu les cours qu'il y a dans chaque année. Et il y a combien d'heures il y a par semestre dans ces cours-là. Ça peut donner aussi un ordre d'idée au niveau charge de travail, charge de cours. Voilà. C'est sur le site des C'est psychoprathes, exact, je ne sais plus Faustine. exactement. Oui, Ok, c'est parfait. exact dans la partie formation. Vous avez raison, Faustine. Et c'est présent. En fait, c'est le principe en fait, des maquettes qui sont en fait votre roadmap entre guillemets d'enseignement par année. Et vous avez à peu près le nombre d'heures et c'est réparti. Vous avez un espace tronc commun, puis après vous avez un espace sur les parcours entre les parcours cliniques et les parcours de psychologie pratique des organisations où vous avez en fait vous avez le détail des enseignements par année. Et Moi, je aussi, rajouterais. Ah, pardon. oui, je me Allez-y, Anne, permets allez-y. de rajouter quelque chose. C'est que les cours aussi, c'est que parfois on peut avoir enfin, quand on regarde la maquette, on peut penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de cours. Mais en fait, c'est vraiment divisé en 2 semestres aussi. Donc en fait, c'est vraiment, on va avoir pendant intensif un semestre entre environ 7 cours approximativement. Et ensuite, bah, on passe à un autre cours. Et parfois, bah, soit il y a des cours qui sont complémentaires parce que bah, c'est à peu près, enfin, ça se suit, soit bah, on va le retrouver des années après, et cetera. Il y a vraiment une continuité aussi. Je pense que c'est important aussi de préciser qu'il y a une vraie continuité dans les cours et dans les modules qui sont faits. Et moi, je Alors, pas voulais mal. juste Oui. rajouter quelque chose, c'est que en première et deuxième année, la cadence des cours est plutôt raisonnable, je dirais. C'est voilà, parce que vous avez cours du lundi au vendredi sur toute la semaine. À partir de la troisième année, ça devient un petit peu plus sportif parce que vous débutez vos stages. Donc, je vois que Faustine acquiesce. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut avoir aussi ça en tête, c'est que voilà, les 2 premières années, bah voilà, vous avez l'opportunité, je pense même, de bien travailler parce que vous aurez quand même du temps alloué pour des travaux de groupe ou du travail tout seul. Voilà, vous n'avez pas une cadence de 8 heures à 20 heures effectivement tous les jours et vous pouvez même avoir de temps en temps une demi-journée où vous n'avez pas cours. Ça peut arriver. Voilà. Après, le rythme est quand même beaucoup plus soutenu dès la troisième année bah, du fait du démarrage des cours. Voilà. Après, mais en Il y a, troisième année, il y a après, aussi vous avez des méthodologies de travail qui sont acquises et tout va bien. Il y a aussi en deuxième année, nous à Lyon, on avait ça en tout cas, on a un jour, donc nous c'était le mercredi, où on n'a pas cours pour justement pouvoir faire nos heures dont Anne Plantade vous a parlé tout à l'heure, je crois, pour faire notre stage des 150 heures. On nous laissait un jour, donc ça condense un peu plus, mais le rythme reste raisonnable. C'est en troisième C'est année que ça. ça commence à se compliquer C'est parce qu'en fait, bah, raisonnable. Mm. on a Mm. 3 jours de cours où du coup on doit tout condenser parce que le Mm. jeudi et le vendredi en troisième année, on n'a pas cours pour aller à notre Exactement. stage. Mm. Voilà. Il y avait une question sur la prépa psy, quelqu'un qui nous disait qu'il était sûr d'intégrer notre école. Donc, si vous êtes sûr de vouloir intégrer notre école, je vous conseille de postuler en première année directement et ne pas passer par la prépa psy. Si en revanche, malheureusement, votre candidature n'est pas retenue, effectivement, vous aurez la possibilité de postuler en prépa psy et le concours sera ouvert à partir du mois de juin prochain. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est avant tout, effectivement, pour les candidats de prépa psy, de conforter en fait leur choix d'orientation. Également, la possibilité de voir un petit peu les différents enseignements, déjà une préparation des enseignements à la psychologie,
Et jusqu'à cette année, effectivement, la prépa psy était intégrative, c'est-à-dire que les étudiants qui avaient une moyenne supérieure à 12 sur les examens du premier et du dernier semestre avaient la possibilité d'intégrer directement la première année. L'année prochaine, les modalités d'intégration vont changer. Donc, c'est en réflexion. On est en train de réfléchir. Il est fort probable que les candidats devront passer quand même les oraux motivationnels avec des psychologues de l'école. Si les résultats académiques sont bons pendant l'année. Mais c'est encore en réflexion. Elle ne sera pas aussi intégrative aussi facilement qu'elle l'a été jusqu'à cette année. Peut-être que Anne, qui a fait la prépa psy, peut répondre. Oui, franchement, moi je dis que si vous avez la possibilité, en plus du concours, de pouvoir vous inscrire à la prépa, en fait, moi je pense que c'est quand même une très bonne stratégie si l'école vous plaît énormément. Moi j'avoue, c'est la stratégie que moi j'ai choisie et finalement, bah, elle a marché parce que du coup, je suis en cinquième année, enfin, je suis en quatrième année à l'école et vraiment, c'est pas enfin, déjà dans les études, on perd pas d'année. Vraiment, ça, c'est important aussi de préciser. Et encore plus, une année comme la prépa psy, en fait, moi, elle m'a vraiment permise, enfin, je parle de mon expérience, mais enfin, elle m'a permise déjà de comprendre la subtilité du métier de psychologue vraiment enfin, avant les cours, etc., et de rentrer dans l'intensif des cours. Et avec aussi un peu moins cette pression de partiel qui est enfin partiel pour passer en deuxième, troisième et quatrième année. Et aussi, enfin, ce qui est très intéressant, bah, c'est des psychologues praticiens aussi comme les premières années. Donc en fait, vous avez accès aux mêmes professeurs, vous avez accès presque aux mêmes cours. Et en fait, ça permet d'acquérir aussi une certaine maturité pour accéder aussi après. Et même l'expérience que vous avez, bah, vous avez du coup au final 1 an d'expérience en plus au final que ceux qui ont fait bah, les 5 ans d'études, les 5 ans d'études, quoi. Puis-je rajouter que l'année dernière, la major des majors avait fait prépa psy, tout campus confondu. Donc voilà, c'est intéressant et c'est quelqu'un qui est arrivé qui était d'origine allemande et qui parlait à peine français en arrivant et qui nous a fait un discours qui était assez incroyable, quand elle a été diplômée l'année dernière. Donc tout est possible. Ce sont des très, très beaux profils, comme vous, Anne. Alors, j'ai une question. Quelles sont les 3 différences majeures entre vous et l'UCLI 2 et l'EPC? Donc, j'imagine que ça doit être l'Université de Lyon et une université parisienne. Quelles sont les 3 différences majeures entre l'école des psychologues praticiens et l'université en psychologie? Bah, Alors, moi, je peux répondre sur Vas-y. l'UCLI de Lyon. Ouais. L'UCLI du Lyon, c'est en fait le diplôme est délivré par Lyon 2, hein, puisqu'ils ont un partenariat avec Lyon 2. Et en fait, ils sont spécialisés sur, alors si je dis pas de bêtises, sur un titre de psychologue, mais de l'enfant. Ils ont une spécialité enfant. La formation n'est pas intégrative en fait comme la nôtre. Voilà. Après, j'en sais pas beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà, c'est cette notion qu'il faut retenir. J'ai une très bonne amie à moi qui est arrivée en admission parallèle cette année, du coup en troisième année, qui était à l'UCLI avant. Donc elle est arrivée parce qu'elle n'a pas trouvé de master et elle est venue à l'école du coup en troisième année. Donc elle a refait une troisième année à l'école. Voilà. Et en fait, elle vient de l'UCLI et elle m'a parlé un peu des différences. Donc comme a dit Madame Chanu, effectivement, c'est très spécialisé, c'est pas du tout, c'est moins intégratif parce que là, nous, on a plein de matières cette année où elle dit, oh, on n'a jamais vu ça. Voilà. Après, je vante les mérites de mon école aussi, mais on voit beaucoup plus de matières, c'est beaucoup plus intégratif en fait, un point de vue plus objectif sur la psycho. Et aussi, ben, le nombre de personnes. Il y a beaucoup plus de personnes, en fait, c'est plus à taille humaine. Même si l'UCLI, ça reste une fac privée, où il y a moins de personnes qu'en fac publique, c'est quand même des effectifs qui sont plus grands que à l'EPP. Et du coup, à l'EPP, il y a une différence majeure aussi, c'est que ben, les profs sont des professionnels. Alors, je ne sais pas si à l'UCLI, peut-être que je m'avance, et à l'UCLI, c'est... Je crois que c'est des professionnels aussi, Ok. hein. Il me semble que, enfin, en tout cas, il y en a un certain nombre, c'est certain. Ok, bah alors je retire ce que j'ai dit. Et voilà. Voilà.
Mais par contre, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, Faustine, c'est que la sélection, étant donné qu'il fonctionne avec un partenariat avec Lyon 2, la sélection, elle est draconienne à la fin des 3 premières années. Et c'est pour ça aussi qu'effectivement, on peut nous récupérer, entre guillemets, des étudiants du CLI parce ils ont pas pu être sélectionnés à la fac et ils tentent leur chance en fait à l'EPP. Ça rejoint un peu une des questions qui est posée là concernant les types de cours, si c'est des cours magistraux, cours en amphi ou cours ou des TP. Effectivement, tous les cours à l'EPP sont obligatoires. Les cours sont donnés, donc il y a des cours magistraux et des TD. Les cours magistraux sont donnés, il y a on a par exemple sur le campus de Paris 128 étudiants, 130 étudiants par promotion, divisés en 2 classes. Donc ce sont des cours de 65 étudiants quand ce sont des cours magistraux, et en TP, les étudiants sont 30 maximum par groupe. Donc c'est un peu c'est aussi la différence avec l'université, c'est qu'effectivement il y a une proximité, les cours qui sont donnés, on est loin des amphis, des 300 ou 400 étudiants par amphi. Euh, il y a aussi effectivement, au-delà de l'excellence pédagogique, il y a aussi l'encadrement, l'accompagnement pédagogique et administratif avec nos étudiants, des services des stages qui sont dédiés aussi à nos étudiants, qui les aident et qui les accompagnent dans leur recherche de stage. Quand vous allez commencer votre mémoire en 4e année, un directeur de mémoire vous est dédié pendant 2 ans qui va vous accompagner. Vous avez aussi un nombre de stages plus important qu'à l'université. Et tout au long de votre stage, vous allez également être accompagné par un psychologue dans le cadre des séances de supervision de stage. Vous allez être par petits groupes d'étudiants pour effectivement exprimer et raconter votre parcours de stage, voilà, les difficultés que vous pouvez rencontrer, et éventuellement échanger avec vos camarades et le superviseur qui est lui aussi psychologue praticien. Donc c'est voilà un petit peu la grande différence, enfin les différences majeures qu'il y a entre l'université et l'école des psychologues praticiens. Euh, Combien de candidats sont présélectionnés pour les oraux admission parallèle le 6 avril? Alors peut-être que Patricia, elle peut... L'année dernière, alors je vais parler pour Lyon, l'année dernière pour Lyon, on a eu entre 30 et 40 candidats qui ont passé les oraux. C'était 32 ou 34, quelque chose comme ça. Donc ça devait être un petit peu plus pour Paris. Mais voilà, donc ça reste des petits effectifs. Quelle est la part de garçons dans les promos? Très faible. Je dirais environ 15%, puisque je calcule tous les ans à la rentrée. Ici, environ 15% de garçons. Avez-vous des conseils à apporter pour l'épreuve orale en groupe sur les admissions parallèles? Il n'y a pas de choses spécifiques, ce qu'on Non. évoquait tout à l'heure, il n'y a rien à préparer. Et voilà, faut venir comme on est, avec sa motivation, son envie d'intégrer l'école et voilà, et se laisser guider par ce qui va se passer dans la salle. Mais il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de préparation spécifique. Combien y a-t-il d'élèves par classe? Sur Paris, vous avez au maximum 65 étudiants par classe. Voilà. Donc, sachant qu'une promotion, ce sont 2 classes. On a 2 classes de première année, 2 classes de deuxième année, 2 classes de troisième année sur le campus de Paris. Sur le campus de Lyon, je laisse Patricia. Alors, sur le campus de Lyon, on a à peu près deux classes de 40 à 45 étudiants en première année. Donc, ce qui fait qu'on a un groupe environ de 90 étudiants. Les frais de scolarité par an sont-ils les mêmes tout au long du cursus ou changent-ils en fonction de l'année? Haha. Patricia? Alors, les frais de scolarité ne sont pas les mêmes tout au long des 5 ans. Il faut effectivement anticiper cela parce que c'est très important, notamment si on contracte un prêt étudiant. Il faudra compter une augmentation entre 2 et 5% par an des frais de scolarité. Voilà, donc c'est un petit peu variable, hein, c'est entre 2 et 5%. Donc c'est vrai que c'est une donnée vraiment importante à prendre en compte. À la sortie de l'EPP, comment se répartissent les étudiants? Donc, à mon avis, c'est type de structure intégrée, nombre d'indépendants. Donc, c'est plutôt une question sur l'employabilité. Donc, je ne sais pas si, je sais qu'une enquête avait été faite par Insight. Donc, je ne sais pas si Anne pourra répondre.
Si tu avais suivi, si vous aviez alors, suivi l'enquête. l'enquête, oui, a été faite. Après, par contre, les chiffres exacts, je ne sais pas du tout. Donc ça, je pourrais pas trop répondre plus précisément, mais en tout cas, oui, ça a été un travail effectué par nous. Excusez-moi Anne, la dernière, enquête est en ligne sur le site. Elle est dans la partie, formation, insertion professionnelle, stage. Donc vous pouvez trouver en tout cas la dernière en date, qui doit dater donc des étudiants sortis, selon moi, en 2021, je pense, puisqu'on est en train de faire celle sortie en 2022. Exact, je pense. Donc, Pour il faut quand même tenir compte du contexte du Covid et donc avec, des choses un peu, qui peuvent paraître, plus complexes que les années précédentes. Il y a eu quand même un peu un creux d'activité, avec peut-être des aménagements complètement différents en typologie de métier ou de structure. Faut tenir compte de ce contexte du Covid. Avez-vous beaucoup de réorientés? On en a quelques-uns, même si majoritairement, effectivement, les candidats, les étudiants qui intègrent la première année sont des post-bac, mais nous avons aussi des réorientations et aussi des reconversions. On a, sur le campus de Paris, peut-être 3 ou 4 étudiants qui intègrent la première année, qui ont déjà une trentaine, quarantaine d'années avec une vie de famille et qui font le défi de se lancer dans cette aventure de formation sur 5 ans au sein de l'école des psychologues praticiens. Euh, quel est le taux de réussite en première année? Patricia, je pense qu'il y a environ 2 à 3 redoublants, peut-être que je crois C'est cette année ça, sur le c'est campus de très à la Paris. marge. Ouais, Ouais. Et on a quelques étudiants qui, effectivement, en cours d'année, arrêtent la formation parce oui. qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas fait pour eux ou pas pour eux, pour des raisons parfois personnelles. Mais voilà, on a 2 à 3 redoublants sur le campus de Paris cette année, enfin, en tout cas l'année dernière, sur 128 étudiants en première année, donc c'est relativement faible. Alors Euh, juste avant que tu fasses la prochaine question, je vous indique qu'il reste 5 minutes donc pour ce webinaire. Il faudra, si jamais nous n'avons pas réussi à répondre à toutes vos questions, il faudra à ce moment-là les adresser à admission sans S, @psycho.prat.fr. Donc on l'écrira et de toute façon à la suite de ce webinaire, nous vous écrirons pour vous remercier déjà de votre présence et nous vous redonnerons les coordonnées pour nous recontacter si besoin. Alors, je vais essayer de cibler les dernières questions. Quels sont les critères pour les bourses internes? Alors, Patricia a fait une présentation tout à l'heure, mais Alors, j'ai vu qu'elle est venue 2 ou 3 fois déjà cette question depuis. donc en fait, c'est critères sur ressources familiales, critères sociaux en fait. Voilà. Après, on va quand même tenir compte du comportement de l'étudiant et aussi de son absentéisme, par exemple. Mais c'est vrai que le critère principal, ça va être les ressources familiales. C'est vraiment là-dessus qu'on va étudier les dossiers. C'est une sélection pour intégrer la prépa psy. Oui, vous avez un concours au mois de juin, donc c'est vous avez un dossier académique à déposer qui normalement être je pense une lettre de motivation et vos bulletins de notes. Et cette année, probablement aussi également, on est en train de réfléchir encore, mais il est fort probable qu'on fasse effectivement aussi des oraux motivationnels en vidéo. Écoutez, je ne vois plus de questions, parce qu'on essaie de répondre en même temps par écrit. Comment se passent les stages avec le secret professionnel? Je vais laisser Faustine ou Anne répondre. Tu veux commencer, Faustine, ou... Vas-y, commence, t'es lancée. Je continuerai après. Alors, le secret professionnel, justement, ça me permet de faire un lien avec un cours qu'on a, qui est le droit. En fait, nous, on n'est pas, enfin, on est soumis plutôt à
on est soumis au secret professionnel, mais pas comme un médecin. Et en fait, entre nous, on peut partager lors justement les séances de supervision. En fait, on a le droit de partager entre nous parce que ça correspond à notre déontologie. Et aussi, ça appartient à nous-mêmes de ce qu'on a envie de parler ou pas. Donc, par exemple, il y a certaines situations qu'on se sent apte à partager et d'autres où on se sent pas apte à partager, où on n'a pas, où on trouve ça trop complexe d'en parler. Et aussi, si c'est avec directeur de mémoire ou aussi superviseur et certains professeurs, moi je sais qu'il y a plusieurs de mes camarades ou moi-même qui allons voir certains professeurs pour leur demander certains cas parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine-là et on a besoin de leur avis, de leur expertise sur un peu comment procéder. Et évidemment, ils nous apprennent aussi comment partager justement un peu les personnes avec duquel on va parler. Parce que, par exemple, nos professeurs vont parler de leurs patients et évidemment, il y a un peu, tout un processus pour, pas qu'on reconnaisse le patient. Donc ils vont changer le nom, le prénom, l'âge, ils vont inventer quelques éléments de vie pour pas qu'on puisse reconnaître la personne. Bah, pour compléter, Anne a tout dit clairement. Mais on a aussi des rapports de stage à rendre, à la fin de nos stages et pareil, dans ces rapports de stage-là, en fait, on doit anonymiser la structure dans laquelle on est. On doit en tout cas pour le rapport de stage de 3e année, on doit rapporter une observation clinique qu'on a pu faire en expliquant, nos ressentis, vraiment centré sur l'expérience. On va anonymiser le patient par tout plein de processus. Dans le mémoire, c'est pareil, quand on doit faire passer une expérience à quelqu'un, des entretiens, on anonymise. Pas que dans le mémoire d'ailleurs, dans tous les dossiers de manière générale où on a des entretiens à faire passer. Il y a vraiment une anonymisation qui est faite et si c'était secret professionnel, si jamais il y avait un problème, même d'ordre judiciaire ou quoi, en principe, il y a toujours, les maîtres de stage, vers qui on peut se retourner. Le service des stages aussi, si on ne se sent pas d'en parler en supervision. Enfin, l'école, de manière générale, est vraiment très à l'écoute de tout ça, si jamais on rencontre des problèmes ou si jamais on a besoin de parler d'une situation. Voilà, c'est le cadre des psychologues et comme a dit Anne, la déontologie. Une dernière question, Marco? Une dernière question. Existe-t-il une passerelle entre la prépa et l'université ou doit-on redémarrer en première année à l'université? Il n'y a pas, il n'y a pas de passerelle à proprement dite. En fait, vous devez, si vous êtes à l'université et que vous avez validé une année universitaire en psychologie, vous pouvez venir à l'école des psychologues praticiens poursuivre votre formation et inversement, c'est-à-dire que ça n'arrive quasiment jamais. C'est extrêmement rare que des étudiants qui intègrent la première année arrêtent leur cursus de formation au sein de l'EPP. Mais si vous souhaitez partir au bout de la 2e année et que vous avez validé, nous fournissons à chaque semestre donc des bulletins de notes où sont mentionnés les crédits validés. Et donc, si vous avez obtenu le nombre de crédits nécessaires pour poursuivre votre formation à l'université ou vous réorienter, parce que pour certains, effectivement, souhaitent se réorienter et parfois ils peuvent valider certaines manières en fonction des SCTS validés, en fonction du parcours et des matières validées à l'EPP, vous le pouvez. C'est possible. Si j'ai bien compris aussi, Marco, c'était, après la prépa psy, est-ce qu'on est obligé de recommencer aussi, à l'université? Et là, clairement, on est Oui, obligé de recommencer en première année, là? oui, oui. La prépa psy n'est pas une année intégrée sur la formation de psychologue. Mmh. Bon, et bien si, ça revient, c'est le moment de vous dire au revoir. J'espère que, toutes les questions on a essayé de répondre au maximum de questions, que les présentations qui ont été faites par toutes les intervenants et intervenantes, je remercie, évidemment Anne qui est partie, depuis un certain temps, Marco, Patricia, Anne et Faustine et Estelle en back office, pour tout votre investissement et puis j'espère, surtout vous qui êtes, encore, très nombreux à cette heure-ci, hein, puisque vous êtes encore plus de 150, que nous avons pu répondre au maximum de vos questions et n'hésitez pas à écrire notamment donc à admission@psycho-prat.fr et nous répondrons, de la meilleure façon possible et je remercie vraiment particulièrement nos 2 étudiantes
parce qu'elles ont pu vous donner leur vie, ce qu'elles vivent actuellement. Et je pense que c'était un des meilleurs témoignages pour vous projeter, puisque nous, on est, voilà, nous, on est l'administration et on représente les professeurs, la communication. Mais je pense que les personnes qui ont pu vous donner envie de venir, c'est évidemment Faustine et Anne. Et donc, je vous souhaite, en tout cas, si vous passez le concours, de le réussir et de vous rencontrer l'année prochaine, soit sur le campus de Lyon ou sur le campus de Paris. Il vous Et je vous reste dis à 15 bientôt. jours. 15 jours Voilà, pour vous c'est inscrire au vrai. concours. Voilà, un peu Jusqu'au moins de 15 mars, midi. jusqu'au 15 mars prochain. Donc, allez-y. Merci à Merci à tous, en tout cas. tous. Merci À à tous. bientôt. Bonne fin de Merci journée. Justine, merci Anne. Merci Anne et Justine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.